Bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par le site école.io. Dans cette écriture, nous allons aborder la question des emprunts, que ce soit leur mode de calcul, le plan d'amortissement des emprunts et leur enregistrement comptable. Comme d'habitude, commençons par une présentation générale. Qu'est-ce qu'un emprunt? Un emprunt, fondamentalement, c'est une somme d'argent qui est empruntée par un ménage ou une entreprise, que l'on appellera le débiteur, à une banque, que l'on appellera le créancier. Cette somme, évidemment, doit être remboursée selon un échéancier prévu par contrat. J'en profite ici d'ailleurs pour vous montrer le point commun qu'il y a entre pratiquement toutes les dettes, c'est qu'elles sont soumises à une échéance ou à un échéancier. La différence est très simple, c'est qu'une échéance est très ponctuelle, alors qu'un échéancier, c'est un document qui retrace l'ensemble des échéances. La somme empruntée, que l'on va appeler le capital, est ensuite remboursée avec des intérêts. Surtout, faites bien attention à la question du vocabulaire. On dira que le capital est emprunté puis remboursé, c'est le terme qu'on utilise, alors que l'on dira que l'on paye des intérêts. Pourquoi cette distinction? Ce n'est pas uniquement du vocabulaire, c'est parce que derrière, il y a bien une différence conceptuelle. La somme empruntée, par exemple 10 000 euros, devra être intégralement remboursée, mais les intérêts, c'est ce que l'on paye en plus du capital. Donc c'est quelque chose, nous le verrons, qui sera à enregistrer en charge et qui aura une influence sur le résultat de l'entité. Alors l'emprunt peut parfois s'accompagner de frais de dossier et d'une assurance périodique. Alors l'assurance est quasiment automatique, les frais de dossier, ça dépend évidemment du résultat de la négociation entre le client et sa banque. Juridiquement, un emprunt constitue donc une dette qui va apparaître au passif du bilan comme toutes les dettes. Je vous montrerai dans quelques instants comment on enregistre les écritures, mais donc concrètement, vous comprenez que lorsque je vais enregistrer la réception des fonds de mon emprunt, eh bien d'un côté le compte banque va augmenter, certes, mais j'aurai aussi les dettes qui vont augmenter du même montant. Et donc je l'ai dit, cet emprunt va donner lieu à un plan de remboursement. J'en profite pour dire ici que le plan de remboursement va être constitutif des annexes de l'entreprise. Vous savez que dans les états financiers d'une entreprise, il y a bien sûr le bilan et le compte de résultat, mais il y a également les annexes, qui est un document finalement qui va venir expliciter des éléments du bilan et du compte de résultat. Je vous propose tout de suite de comprendre comment on va rembourser un prêt et surtout je vais vous montrer qu'il existe 3 modalités de remboursement des emprunts. Alors pour bien comprendre la différence entre les 3 modalités de remboursement, je vous propose ici de suivre le même énoncé que je vais traiter selon les 3 cas. Retenez bien cet énoncé. Une entreprise emprunte 40 000 euros à une banque. Il est prévu un remboursement annuel sur 5 ans au taux de 3,5% d'intérêt par an. À cela vont s'ajouter des frais de dossier de 300 euros hors taxe et une assurance de 0,5% annuel. Commençons donc par la première modalité, le remboursement in fine. Alors dans cette modalité, le capital est intégralement remboursé à l'issue de la dernière période. En revanche, à chaque période, les intérêts doivent être payés ainsi que l'assurance. Quant aux frais de dossier, et ça ne dépend pas de la méthode, en règle générale, ils sont payés dès le début de l'opération, c'est-à-dire à réception des fonds. Dans cette méthode, le montant total des intérêts est le plus élevé, vous comprendrez pourquoi dans un instant. Alors regardez comment j'enregistre globalement le plan d'amortissement. Donc je ne parle pas ici d'une écriture comptable, je parle du plan d'amortissement qui va apparaître dans les annexes. Concrètement, ce plan a toujours la même forme, quelle que soit la modalité. Simplement, c'est la manière de le calculer qui va différer d'une modalité à une autre. J'ai d'abord les années, le capital restant dû, les intérêts, le capital remboursé, l'annuité hors assurance et l'annuité avec assurance. Alors comprenons un petit peu. Bon, les années, c'est facile à comprendre. Le capital restant dû, ça représente le montant qui reste à rembourser en début de chaque période. Les intérêts, première règle fondamentale, se calculent toujours, et ce quelle que soit la méthode, sur la somme qui reste à rembourser en début de période, donc sur le capital restant dû. Donc j'ai fait ici 3,5% de 40 000, ce qui me fait donc 1 400 euros. Le capital remboursé,
J'ai donc 0 pour les 4 premières années puisque je vous le rappelle, je rembourserai intégralement en fin de 5e année. L'annuité hors assurance se calcule comme la somme des intérêts et du capital remboursé. Donc, puisque je ne rembourse pas de capital ici, je resterai sur 1400 euros. Enfin, j'ai l'annuité avec assurance. Celle-ci va s'élever à 1600 euros. Pourquoi 1600 euros? C'est parce que là, et c'est la différence avec les intérêts, l'assurance se calcule sur le capital globalement emprunté. Ici, je vous rappelle l'énoncé, c'était 0,5% par an. Ce qui veut donc dire que concrètement, quel que soit le capital que j'aurai déjà remboursé, je paierai toujours 0,5% de 40 000, donc 200 euros, à chaque échéance. Ce qui diffère, c'est donc simplement la 5e année avec toujours 1400 euros d'intérêt, mais un capital remboursé cette fois de 40 000 euros, puisque je vous répète, je rembourse tout à l'issue de la dernière période, ce qui me conduira donc à une annuité hors assurance de 41 400 euros et avec assurance de 41 600. Regardons à présent la deuxième méthode, l'amortissement constant. Alors dans cette modalité, le capital est remboursé par fractions égales à chaque échéance. Comme tout à l'heure, les intérêts et l'assurance sont donc à payer à chaque échéance. Quant aux frais de dossier, ils sont payés au début lorsque, généralement, je réceptionne les fonds. Nous allons voir ici que l'annuité diminue progressivement à mesure que le capital est remboursé. Regardez le plan d'amortissement. Vous remarquez donc qu'il a la même structure que la méthode précédente, mais c'est la manière de le remplir qui diffère. J'ai donc toujours 40 000 euros de capital à rembourser au début de période, donc des intérêts de 1400 euros, toujours, je vous rappelle, 3,5% de 40 000. Quant au capital remboursé, cette fois-ci, il s'élève à 8 000 par an. Pourquoi 8 000? Eh bien 40 000 divisé par 5 périodes, en l'occurrence 5 ans, donc 40 000 divisé par 5, 8 000. L'annuité est donc de 1400 plus 8 000, soit 9 400. Et je rajoute toujours les 200 euros d'assurance. Regardez maintenant la deuxième ligne, parce que je veux pointer du doigt une erreur qui est parfois faite qu'il ne faut surtout pas faire. Le nouveau capital restant dû s'élève à 32 000. Comment l'ai-je obtenu? Eh bien j'ai fait 40 000 moins le capital remboursé. Et attention, ne faites surtout pas capital moins annuité. Ça n'aurait pas de sens, parce que vous devez absolument traiter de manière distincte le capital et les intérêts. Donc j'ai fait 40 000 moins 8 000 et je trouve 32 000. Les intérêts diminuent donc parce que je fais 3,5% de 32 000 euros, soit 1 120 euros. Par conséquent, l'annuité diminue aussi et passe à 9 120, 9 320 avec assurance. Et donc vous remarquez que d'année en année, j'ai une réduction des intérêts, j'ai toujours le même capital remboursé, d'où des annuités qui diminuent progressivement à mesure que je rembourse l'emprunt. Regardons à présent la troisième et dernière méthode, la méthode de l'annuité constante. Alors c'est, il faut le savoir, la méthode qui est la plus utilisée notamment dans le cadre, par exemple, des emprunts immobiliers ou des crédits à la consommation, mais c'est une méthode un peu plus complexe à comprendre et à calculer, on va voir pourquoi. Dans cette modalité, c'est la somme du capital et des intérêts qui est constante. D'où le nom d'annuité constante. Petite remarque, il s'agira essentiellement de l'annuité hors assurance, même si en fait, vous verrez, ça revient au même. À chaque période, le montant d'intérêts payés diminue, mais le montant du capital remboursé augmente. Il y a un peu en quelque sorte un jeu de vase communicant qui va faire que la baisse des intérêts sera compensée par l'augmentation du capital remboursé, de telle sorte que l'annuité globalement payée, ou la mensualité si c'est par mois, est constante, donc identique de période à période. Alors comment calculer cette annuité? Eh bien je vous ai mis la formule ici. L'annuité sera égale au capital multiplié par I, le taux d'intérêt, divisé par 1 moins 1 plus I, donc le taux d'intérêt, puissance moins N, N étant le nombre de périodes. Alors dans mon exemple simple, j'ai intégralement raisonné en années. Ça veut dire que j'ai 5 ans et le taux d'intérêt est annuel. Je passerai ici la question des mathématiques financières, mais faites très attention dans le cas où les données ne vous sont pas présentées de manière homogène. Par exemple, dans le cas où vous auriez un taux d'intérêt qui serait annuel, mais le remboursement se ferait sur la base mensuelle ou semestrielle, par exemple. Donc dans ces cas-là, il faut recourir à ce que l'on appelle la méthode des taux d'intérêt équivalents ou proportionnels selon les cas. Je vous renverrai vers une autre vidéo pour cela. Concrètement, j'applique ici le calcul et je trouve donc une annuité de 8 859,25 euros. Là encore, comprenez bien que dans ce montant, j'aurai à chaque période du capital et des intérêts. Encore une fois, pas d'assurance, elle est traitée à part. Regardez donc comment je construis mon tableau.
vous repérez les mêmes éléments au début. Mais ce qui change, c'est que dans la colonne annuité d'abord, je n'ai qu'un seul montant, un seul nombre, 8859,25. Mais regardez cette fois-ci, c'est l'ordre de calcul qui change. En fait, j'ai d'abord les annuités. Puis je vais calculer pour la première ligne les intérêts, là encore 3,5% de 40 000, donc 1 400 euros. En revanche, le capital remboursé, c'est cette fois-ci ce que je calcule après l'annuité et les intérêts, puisque je vais faire 8 859,25 moins 1 400 euros, et je trouve donc 7 459,25. À l'annuité hors assurance, je rajouterai bien sûr les 200 euros d'assurance. Quant à la ligne suivante, eh bien, elle reprend la même logique que précédemment. Je prends le capital restant dû, 40 000, et j'enlève le capital remboursé. Encore une fois, hein, surtout, n'enlevez pas l'annuité. Faites bien capital, capital. Donc 40 000 moins 7 459,25 nous conduit donc à une somme de 32 540,75. Alors pour terminer avec cela, cette méthode, bien que évidemment un peu plus délicate à manipuler, je vous l'ai dit, c'est la plus couramment utilisée dans les faits. On remarque, quelle que soit la méthode, que le capital emprunté est nécessairement intégralement remboursé à l'issue de la dernière période. Regardez si je remonte. Voyez ici pour mon tableau, le capital restant dû de la dernière période, 8 559,67, est le même que le capital remboursé. Et c'est logique, puisque j'ai emprunté une somme et je dois à l'issue du plan l'avoir intégralement remboursée. Et si vous remontez la vidéo, vous verrez que dans les trois méthodes, à chaque fois dans la dernière ligne, j'ai le même montant de capital à rembourser et de capital remboursé. Alors je vous propose tout de suite de continuer cette vidéo en parlant des écritures liées aux emprunts. Reprenons donc notre exemple dans lequel, je vous le rappelle, nous empruntons 40 000 euros à la banque. Je vais commencer par vous présenter l'écriture qui enregistre la réception des fonds. Alors en fait c'est très simple. L'idée, c'est que nous allons enregistrer au journal deux éléments. Le premier, c'est que nous allons recevoir 40 000 euros sur notre compte banque. Donc, je peux enregistrer ici 512 banques pour 40 000 euros. Et de la même manière, je vais enregistrer le fait que j'ai contracté une dette de 40 000 euros envers ma banque. Ceci va donc s'enregistrer au crédit du compte 164, emprunt auprès des établissements de crédit pour le même montant. Remarquez un élément, c'est que donc concrètement, le 512 sera au débit puisque je reçois l'argent. Je vous rappelle toujours la logique des deux règles fondamentales. Je reçois l'argent, le compte banque se situe en bas de l'actif de mon bilan. Donc cela correspond à une augmentation de l'actif. Qui dit augmentation de l'actif dit enregistrement au débit. En revanche, pour ce qui est de la dette, eh bien cela par définition va venir augmenter mon stock de dette qui se situe au passif de mon bilan, donc une augmentation du passif doit être enregistrée au crédit. En ce qui concerne la date, j'enregistrerai la date de réception des fonds. Quant à la pièce justificative, eh bien ce sera par exemple le contrat de prêt qui porte éventuellement un numéro ou pas, en tout cas un identifiant. Regardons à présent comment j'enregistre le paiement d'une annuité. Alors je vais m'appuyer ici sur la troisième méthode, l'annuité constante, mais cela ne changerait rien évidemment dans le principe pour les autres méthodes. Donc concrètement, je vais venir enregistrer au crédit, je vais commencer par ici, le compte 512 banque pour le montant total de l'annuité, sachant que je raisonne ici évidemment avec l'annuité avec assurance, soit 9 059,25 euros. Donc concrètement, pourquoi est-ce que je mets cette fois-ci le compte banque au crédit? Eh bien très simplement parce que le remboursement de l'emprunt bancaire passe par un prélèvement sur mon compte bancaire. Là encore, je vous rappelle la logique, le compte bancaire est à l'actif. Ici, je vais réduire le montant de mon compte bancaire. Qui dit réduction de l'actif dit enregistrement au crédit du compte, donc du journal. Ensuite, je m'intéresse aux contreparties que je vais mettre au débit. Il y en a trois. La première contrepartie, c'est la réduction du capital emprunté, puisque j'avais emprunté 40 000 euros, mais je vous rappelle que la première annuité consiste en un remboursement de 7 459,25 euros de capital que je dois donc mettre cette fois-ci au débit de mon compte qui concerne la dette bancaire, puisque celle-ci va venir être réduite, et qui dit réduction de dette dit enregistrement au débit. J'enregistre donc ce montant ici au débit,
7459,25. Ensuite, je vais venir enregistrer, peu importe l'ordre d'ailleurs ici, je vais venir enregistrer l'assurance. Donc l'assurance que je paye sur mon crédit, je vous rappelle qu'elle était de 200 € à chaque période, donc je mets ici 200 €. Enfin, je dois enregistrer les charges d'intérêt. Je vous rappelle qu'il s'agit du coût supplémentaire, comme l'assurance d'ailleurs, que je paye en plus du remboursement du crédit. Ici, pour la première période, les intérêts s'élèvent à 1400 €. Et donc concrètement, pour toutes les annuités, eh bien, je vais venir enregistrer la même écriture. Le seul élément évidemment qui changera d'une écriture à l'autre, ce sont simplement les montants que j'enregistre, mais la structure en elle-même de l'écriture est toujours celle-ci. Alors ce n'était pas dans mon énoncé initial, mais nous pouvons le rajouter ici. Comment traiter par exemple le coût des frais de dossier? Alors c'est très simple, les frais de dossier, eh bien c'est une charge. Donc supposons par exemple ici que j'ai dû payer 500 € de frais de dossier hors taxe. Eh bien je vais venir enregistrer ici le compte 627 services bancaires. Alors éventuellement, vous pouvez utiliser une subdivision de ce numéro. Après, tout dépend évidemment de l'exigence, je dirais, de précision qui vous est demandée. Mais vous pouvez utiliser par défaut le compte 627 services bancaires pour donc 500 €. Bien évidemment, n'oubliez pas la TVA. Comme d'habitude, une TVA déductible. On va supposer ici qu'elle est de 20%. Et donc, je mettrai en contrepartie le compte 512 banque pour 600 € puisqu'il s'agira d'un prélèvement bancaire. Dernière petite remarque à ce sujet, supposons, comme cela arrive parfois, que ces frais soient prélevés le jour de la réception de l'emprunt. Dans ces cas-là, vous avez deux possibilités. Soit vous enregistrez le même jour deux écritures distinctes, la première telle que je vous l'ai montrée pour la réception des fonds, puis tout de suite après une autre écriture qui est celle que je viens de vous montrer à l'instant avec les services bancaires et assimilés. Sinon, vous avez une autre possibilité, c'est d'enregistrer ces deux écritures en une seule. Qu'est-ce que cela va changer? Eh bien tout simplement, pour la première écriture, je vous rappelle que nous avions le compte 512 banque au débit pour 40 000 €. Eh bien cette fois-ci, je ne mettrai pas 40 000, mais 39 400 €, qui correspond donc logiquement à la différence entre les fonds que je reçois et les frais de dossier que je dois payer. Également, je mettrai dans cette écriture au débit le compte 627 et le compte 44 566 pour les montants respectifs de 500 et de 100. En revanche, au crédit, cela ne change pas le montant globalement emprunté, le 164 pour 40 000 €. Comprenez bien que le fait que je paie les frais de dossier ne change pas le montant global du capital emprunté. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui traitait des emprunts. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à liker, à commenter et à venir vous entraîner sur le site www.e-call.io, là encore pour venir vous entraîner à l'infini et obtenir des corrigés automatiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.